et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième et dernier update lecture de ce mois de novembre. Je n'ai que 2 livres à vous présenter mais pas des moindres puisque vous allez le voir dans cette vidéo, mais ça a été 2 coups de cœur. Et on commence tout de suite avec le premier, Nos cœurs de verre de Sarah Crossan, publié chez Rajo. Je ne savais pas du tout que ce livre existait jusqu'à tomber dessus à la bibliothèque en allant me réabonner là-bas. Évidemment, j'ai foncé parce que Sarah Crossan est une valeur sûre. Et pourtant, au tout début, quand j'ai découvert, que j'ai entendu parler d'elle et que j'ai vu qu'elle écrivait ses romans en vers libre, ça me donnait pas hyper envie. Pour vous donner un petit aperçu, voilà à quoi ressemble l'intérieur du livre. Donc c'est écrit en vers libre et c'est le cas pour tous les romans de Sarah Crossan, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, tous ceux que j'ai lus sont écrits comme ça. Et c'est ce qui fait la force de sa plume, une plume très poétique qui d'ailleurs est bien sûr, est traduite par Clémentine Beauvais, qui a également une plume assez poétique de ce que j'en sais, parce que pour le coup, je ne l'ai pas lu. Et je trouve que dans un cadre de traduction de vers libre, il y a quand même une poésie à retranscrire et je trouve que c'est très bien fait par Clémentine Beauvais dans celui-ci. Si ça n'avait pas été un roman de Sarah Crossan, je n'aurais probablement pas lu parce que vous ne le savez peut-être pas, mais je vous l'avoue, je ne lis pas du tout de romans historiques. C'est pas du tout ma came. Et ici, on se déroule. Et ici, il se déroule en Irlande à l'époque de la grande famine qui a littéralement tué des centaines d'Irlandais, des milliers je pense même en vrai. C'était au 19e siècle et on va y suivre Nell. C'est ça son prénom? Oui, j'ai eu un gros doute, je sais pas pourquoi, alors que je le sais, enfin vous voyez, c'est venu hyper naturellement. Bref, qui vient d'une famille de paysans irlandais et qui va vivre une histoire d'amour avec un Anglais. Pour vous remettre un petit peu le contexte historique, à ce moment-là, en Irlande, c'est la famine et c'est entre autres causé par l'Angleterre qui s'enrichit sur le dos des paysans, mais pas que, puisqu'il y a également des champs entiers de pommes de terre qui vont être complètement détruits par des bactéries, je sais pas trop, une maladie qu'ont les patates, quoi. Bref, c'est pas hyper fun déjà de base parce que forcément, les Anglais qui ont envahi le territoire réclament énormément d'argent, réclament les 3/4 de la bouffe qui va être récoltée. Donc, Irlandais... Ils sont pas très fans des Anglais à ce moment-là. Et notre petite Nell va tomber en amour pour le jeune homme qui vient de débarquer dans justement dans la maison, le domaine où elle travaille. Et d'ailleurs le domaine qui possède toutes les fermes alentours, donc un peu chez l'ennemi, voilà, elle travaille chez l'ennemi et autant vous dire que cette histoire ne va pas être de tout repos. C'est un roman qui m'a littéralement bouleversée. Déjà de manière générale, les romans de Sarah Crossan abordent toujours des sujets qui sont difficiles. Elle a notamment écrit un roman Inséparable qui est, je crois que c'est son premier de mémoire, où c'est au sujet de 2 sœurs qui sont des sœurs siamoises, etc. Et c'est un roman qui est bouleversant, qui est très dur, qui parle de sujets hyper difficiles, mais qui le fait hyper bien avec une douceur très belle. C'est des romans qui sont axés jeunesse, Lui, je l'ai trouvé au rayon young adulte, et ce sont des romans pour la jeunesse. Mais qui aborde toujours des sujets de manière très dure. Et le fait que ce soit poétique, que ce soit écrit de cette manière-là, ça rend le sujet très beau à la fois. Elle réussit à mettre une tendresse que je pense on n'aurait pas de la même manière dans un roman écrit, on va dire, de manière plus classique. Là, le fait que ce soit en vers libre, elle apporte une certaine poésie. Chaque chapitre, on va dire, est un peu construit comme un poème. On va avoir un titre, intervention, qui d'ailleurs des fois fait partie en lui-même du poème, et après on va avoir vraiment ce chapitre poème qui va parfois durer plusieurs pages, qui va parfois... est-ce que je vais en avoir un qui est très court? Oui, par exemple celui-ci il est très court, il fait juste une page. Il y en a qui font quelques lignes. Ah bah tiens là, typiquement, tac. J'essaie de pas vous spoil quand même, au petit matin, tiens, hop, il est tout petit aussi. Donc... Voilà, je trouve qu'on est vraiment sur un récit qui, s'il n'avait pas cette part poétique, serait probablement plus dur. On parle quand même de famine, et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs l'ambivalence entre les choses, puisque Nell, elle est fille de cuisine, donc elle bosse dans la cuisine de la grande maison, du grand domaine de l'Anglais, là. Et en gros, elle va tomber amoureuse du neveu, qui va récupérer le domaine après. Et qui n'a pas forcément les mêmes idées que son oncle. Son oncle, c'est un homme dur, qui se fout complètement que les Irlandais sont en train de crever la dalle dehors. Ça n'empêchera pas de récupérer son fermage, donc l'argent qu'ils sont censés lui payer pour avoir le droit de posséder un champ, d'exploiter un champ et de vivre sur ses terres. Voilà. Je mets des guillemets parce qu'évidemment, il est en Irlande, pour moi, les terres ne lui appartiennent pas, mais après, encore une fois, on va pas refaire l'histoire. Mais du coup, elle travaille dans une cuisine où on va donner genre le gras de la viande aux chiens, sachant que elle, de la viande, elle n'en a pas mangé depuis des semaines, au moment où cette scène a lieu. On a vraiment l'opulence de la richesse anglaise face à la pauvreté des paysans qui ont des poules et qui vont finir par devoir les manger parce qu'en fait, ils ont faim et qu'ils n'ont plus rien à bouffer.
Et c'est que des trucs comme ça. Et c'est vraiment, vraiment terrible tout ce qui se passe. Les scènes m'ont vraiment bouleversée. J'ai trouvé que c'était très joliment écrit. Ce livre, c'est un peu difficile de dire d'une thématique aussi dure que ce livre est un coup de cœur. C'est comme quand tu lis un roman qui parle de... Enfin, peu importe d'ailleurs, mais dès que tu parles d'un roman qui est très dur, qui parle de sujets hyper sensibles, c'est difficile de dire que c'est un roman que t'as adoré parce que c'est difficile d'aimer des choses qui en plus... Bon, là, c'est évidemment très romancé, mais c'est tiré d'une histoire vraie, d'une véritable histoire. L'histoire de l'Irlande, elle est marquée par cette famine qui a décimé des tas de familles. Et puis, en plus, on a aussi cette cruauté avec ces personnes qui vont s'enrichir sur le dos des plus pauvres encore et encore et encore. C'est des choses qui existent toujours à l'heure actuelle. Et je trouve d'ailleurs, franchement, il y a des parallèles. Quand je racontais l'histoire à mon mec, il faisait des parallèles avec des choses qui se passent aujourd'hui dans le monde. Et je me disais, putain, mais en fait, on n'apprend vraiment pas de nos erreurs parce que c'est des choses qu'on refait encore et encore. Et pourtant, en tant qu'humain, on se rend compte, parce que ce récit, moi, il m'a touchée. L'autrice, ça l'a touchée, cette histoire, pour qu'elle la raconte. Et je me dis, mais je comprends pas comment on peut être touché par des sujets, mais reproduire inlassablement les mêmes erreurs tout le temps. Ça me flingue, franchement, je comprends pas. Bref, ce récit est hyper touchant, moi il m'a fait sangloter vraiment un gros bouillon, il y a eu un moment où j'ai dû vraiment poser mon livre et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que vraiment il y a des moments qui sont poignants, mais c'est très bien fait et encore une fois comme je vous le dis, il y a une douceur dans la plume, le côté très poétique, même si ce sont... Enfin ça se lit comme on lit un roman, ça ne se lit pas comme on lit un recueil de poésie, c'est vraiment une histoire, c'est juste la façon dont c'est écrit qui rend la plume très poétique, très douce. On est sur un roman qui paraît, qui s'il était un roman classique, se lirait en peut-être plusieurs jours. Là, en plusieurs heures, on le lit parce que ça se lit tout seul, ça va très très vite, les pages s'enchaînent. Moi, les pauses que j'ai dû faire, c'est parce que le récit me heurtait particulièrement, il était dur, il était poignant, et en même temps, il a, voilà, comme je vous l'ai dit, cette douceur qui fait qu'on arrive à lire l'histoire quand même, à aller jusqu'au bout, à s'attacher aux personnages. La romance est très jolie, c'est une très belle histoire, et pourtant c'est pas le cœur de l'histoire. Pour moi, le roman, il va raconter cette histoire parce qu'on est du point de vue de Nell, c'est Nell qui nous raconte son histoire, donc forcément oui, elle va nous raconter l'amour qu'elle ressent pour cet homme, mais il va surtout nous parler de ce contexte historique qui était horrible, et de tout ce qui en découlait, la haine des autres, le fait de vouloir s'entraider mais de ne pas le pouvoir, cette foi que les Irlandais avaient et qui petit à petit s'étiolait quand la mort les rattrapait. C'est vraiment 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 beau, poignant, touchant. C'est un récit qui est indispensable comme tous ceux de Sarah Crossan que je vous conseille vraiment de découvrir. Moi personnellement, le côté en vers libre, ça me faisait un peu peur. Je me disais ouais, c'est pas trop ma came, ça fait un peu poésie, j'aime pas la poésie. Enfin vraiment la meuf un peu nulle. Parce qu'en vrai, tous ces romans, j'ai eu un coup de cœur. Je crois qu'il y en a pas un que je n'ai pas aimé. Il y en a pas un pour lequel je n'ai pas eu cette je sais pas comment expliquer, mais vraiment il y a une puissance dans ce qu'elle écrit qui m'a à chaque fois attrapée et touchée. Ça se lit tout seul en plus de ça, vraiment ça se dévore et ça se lit comme un roman malgré cet aspect un peu poétique et c'est vraiment 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 génial. Je ne sais plus par lequel j'ai commencé mais je les ai tous lus, ceux qui sont sortis chez Rajo en tout cas. Il y en a un là qui est sorti qui est peut-être un peu plus adulte que j'aimerais vraiment trouver parce que c'est l'histoire en gros d'une, si j'ai bien compris le résumé, d'une femme qui travaille aux pompes funèbres et un jour elle est appelée par la femme de son amant parce que son amant est mort. Mais évidemment la femme ne sait pas que c'est son amant, c'est juste qu'elle travaille à cet endroit là. Et du coup on va suivre cette histoire et je pense que ça peut être hyper intéressant d'aborder la notion de tromperie par ce biais-là. Voilà, l'adultère dans la mort, bref, hyper glauque. Mais comme d'hab, encore une fois, c'est des sujets hyper poignants. Enfin, j'ai plus tous les sujets en tête, mais je me rappelle de... je crois qu'il y a une histoire avec une gamine qui fugue ou je sais pas quoi. Il y a ça, il y a une gamine qui est... je crois qu'elle a fui la guerre avec sa famille, je sais plus trop quoi, enfin bref. À chaque fois, c'est des histoires hyper poignantes, hyper touchantes, toujours axées dans la jeunesse, donc avec des personnages en plus qui sont jeunes, donc en tant que jeune, on peut s'y apparenter. Franchement, si vous êtes le public... D'ailleurs, moi je suis adulte, hein, ça m'a pas empêché de tous les lire et de tous les aimer, mais je pense vraiment que sur un public assez jeune, entre, je sais pas, 13 et 16 ans, ça peut être une bonne manière de se mettre à la lecture en abordant le roman par un biais qui se lit hyper rapidement ou en abordant la poésie, si vous aimez un petit peu la poésie, en abordant un petit peu la poésie sous le couvert de roman, et je pense que ça peut aider les jeunes à se mettre un petit peu à la lecture. Si le cœur vous en dit, évidemment, on ne vous forcera jamais à lire, mais c'est hyper bien de lire. Mais lisez ce qui vous fait envie. Lisez, enfin les trucs à l'école, ils sont mignons, mais il ferait bien mieux de parler aux jeunes avec des livres qui leur parlent. Je suis tombée sur un post Insta l'autre jour qui parlait de ça, qui parlait du fait qu'en fait au lieu de faire lire des grands classiques à des jeunes, on devrait déjà les initier à la lecture avec des romans qui leur parlent. Et typiquement, alors bon celui-ci peut-être pas, c'est peut-être pas le meilleur exemple parce que c'est quand même historique, etc.
Mais les Sarah Crossan, pour moi, c'est une très bonne manière de s'initier à la lecture. En plus de ça, en termes d'études de texte, je suis désolée, mais il y a tellement de choses à dire. Je dis ça parce que j'ai fait une fac de lettres, mais c'est vrai. Il y a tellement plus de choses à dire sur un texte écrit de poésie, je trouve, que sur des romans. Et je trouve que celui-là, il allie parfaitement les deux. Et je pense que c'est une très bonne manière d'initier les jeunes à la lecture, de leur donner envie de lire, parce que ça se lit tout seul. Les romans sont hyper touchants. Et surtout, ils sont ancrés dans... Bon, bah, encore une fois, celui-ci, il faut pas trop en tenir compte. Mais ils sont ancrés dans la réalité de leur âge, en fait. C'est des romans qui parlent aux jeunes parce que ça parle de jeunes. Voilà. Bref. Deuxième coup de cœur du coup de cette update lecture, et du coup dernier roman que j'ai lu en novembre. Il s'agit... On retourne à J. Christophe. Ça fait longtemps que j'en avais pas lu, je crois que depuis Nevernight j'ai pas relu de J. Christophe. Il s'agit d'Humanité 3.0, le tome 1 Replicants, donc de J. Christophe, publié chez Deux Saxus. Et il va falloir s'accrocher pour le résumer parce que je pense que ça va être folklorique encore une fois. Dans ce roman, on va suivre un peu le fun family autour d'Eve. Eve, quand elle était plus jeune, on ne sait pas exactement tout ce qui s'est passé parce qu'elle-même ne se souvient pas. Sa famille entière a été abattue, elle-même s'est pris une balle dans la tête, mais elle a survécu et depuis elle vit avec son grand-père Silas qui a bricolé, en gros elle a complètement un œil qui a été, une partie de la tête qui a été arrachée, du coup elle a une partie ici qui n'est plus humaine, c'est un peu robotique. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on est dans un univers post-apocalyptique, un univers de science-fiction où évidemment il y a des robots partout. Des robots qui sont régis par 3 lois, je les ai plus en tête, mais en gros ils peuvent pas... Attendez, elles sont quelque part les 3 lois, je vais vous les dire. Non, c'est pas ça. Un robot ne peut pas porter atteinte à un être humain, ni restant passif laisser cet être humain exposé au danger. Un robot doit obéir aux ordres donnés par les êtres humains, sauf si de tels ordres entrent en contradiction avec la première loi. Un robot doit protéger son existence dans la mesure où cette protection n'entre pas en contradiction avec la première et la deuxième loi. Bref, on a donc des robots qui sont régis par ces 3 lois. Eve, elle évolue dans ce monde, elle vit avec donc son grand-père Silas depuis que toute sa famille a été massacrée et qu'elle-même a perdu une partie de son visage, même si depuis elle a un faux œil, elle a une partie de son cerveau, et son grand-père a essayé de restaurer à peu près sa mémoire. Elle évolue dans ce monde avec des amis, et pas des moindres, puisqu'elle a notamment Clémentine, qui est un personnage... J'ai adoré Clémentine, voilà, il n'y a pas beaucoup plus à dire. Une adolescente qui a grandi dans la rue et qui, un jour, en faisant les poches du vieux et d'Eve, a fini par rentrer un petit peu dans leur clan. Et il y a également un robot Cricket et un chien robot Kaiser. Voilà. C'est un petit peu le petit groupe d'Eve, et Eve, elle participe à des combats de robots qui lui permettent de gagner sa croûte et surtout de payer les médicaments de son grand-père qui a un cancer. En effet, le monde il est dans un état apocalyptique, hein, je vous l'ai déjà dit, la couche d'ozone elle est complètement trouée, les rayons du soleil sont en train de flinguer la population, le monde ne ressemble plus du tout à ce à quoi il ressemblait, il y a eu depuis la Deuxième Guerre mondiale, il y en a eu 2 de plus, on est vraiment à la 4e et à l'aube potentiellement d'une 5e guerre mondiale. Bref, c'est pas folichon folichon. Lors d'un combat de robots qui va avoir lieu dans le tout premier chapitre, donc je vous spoil pas vraiment, Eve va littéralement montrer au monde entier qu'elle a un pouvoir. Elle n'était pas au courant, elle le découvre en même temps que tout le monde. Sauf que les gens qui ont des pouvoirs qui sont appelés des déviants ou plein d'autres petits noms très sympas, ils sont parfois un peu traqués, notamment par la fraternité, qui sont des religieux un petit peu cinglés, qui ont dans l'idée de les tuer. Très rapidement, Eve va se retrouver la cible de plusieurs personnes, parce qu'il n'y a pas que la fraternité qui va se lancer à sa suite. Et quand son grand-père va être enlevé par un robot plus vrai que nature, elle va se lancer à la suite de celui-ci pour essayer de le retrouver. Voilà. Je suis un peu fière de ce résumé parce que je crois que j'ai réussi à vous... Quoique, c'était hyper brouillon, non, c'était nul à chier, je suis mauvaise pour ça. Lisez Humanité 3.0, si vous aimez la science-fiction, c'est juste génial. Il faut quand même bien s'accrocher au début pour essayer de tout comprendre, mais une fois que t'es lancé dans l'histoire, honnêtement, ça coule de source pour moi. Comme d'habitude, J. Christophe nous crée un univers de dingo. Il va nous poser les bases d'un monde qui franchement est hyper cohérent. C'est d'ailleurs un peu flippant à certains moments, mais franchement moi j'ai aucun mal à croire qu'à un moment donné notre planète pourrait ressembler à celle d'Humanity 3.0, que ce soit avec l'IA, les robots, ce genre de conneries, mais aussi avec tous les dégâts que les humains ont fait sur la planète, parce que clairement si elle est dans la merde la planète, si elle respire plus, c'est à cause de nous, hein, on va pas se le cacher, c'est déjà le cas aujourd'hui, et dans Humanity 3.0 c'est plus que jamais le cas. Il y a des endroits on ne peut même pas aller à cause de la radioactivité. Si tu restes trop longtemps à certains endroits, t'as quasiment, t'es certes sans protection ou quoi, t'es certain que tu vas finir par choper un cancer qui finira par te tuer.
Bref, c'est pas un monde tout beau, tout rose. Et d'ailleurs, c'est rarement le cas avec J. Christophe dans Nevernight. Franchement, c'est pas un monde où il fait bon vivre, même si j'ai adoré l'histoire. C'est vraiment pas un univers où j'aurais aimé évoluer. Dans celui-ci, encore moins. D'autant plus quand on y voit à quel point c'est hyper proche de notre monde, quand même. Et à quel point ça ne serait pas hyper étonnant qu'un jour, un univers un peu dans ce goût-là débarque. J'ai adoré les personnages, honnêtement je me suis attachée à tout ce petit groupe de plein de manières différentes. Le personnage de Clémentine réussit à toujours garder une pêche et un humour qui m'ont toujours énormément touchée. D'ailleurs j'ai très hâte parce que je crois que dans le tome 2 on va pas mal la suivre elle par rapport aux événements qui se sont passés. On va pas mal être je pense un peu de son point de vue même si on est en... Enfin oui. C'est écrit à la troisième personne, mais c'est avec un point de vue interne, et on est pas mal dans le point de vue interne de Eve dans le premier tome, et de ce que j'ai compris du résumé, on va pas mal être dans le point de vue interne de Clémentine sur ce tome 2, donc j'avoue que j'ai très hâte de découvrir ça. J'ai beaucoup aimé aussi le Fun Family, enfin en soi c'est une famille qui est déjà construite quand on débarque, mais j'ai beaucoup aimé la manière dont les liens entre les personnages se sont créés. Eve, elle s'est recréée une famille après la mort de toute sa famille, enfin après l'exécution de toute sa famille, et j'ai été très touchée de tout ça. On a aussi plein de rebondissements, énormément d'actions, on n'a pas du tout le temps de s'ennuyer. Ce roman honnêtement il est tout le temps à 100 000 à l'heure, il se passe toujours quelque chose parce que bah pour le coup, et je vous l'ai déjà dit dans le résumé, mais ils ont pas mal de gens à leur trousse très vite dans le roman. Bref, c'est de la survie, clairement. Il y a aussi pas mal de rebondissements, pas mal de révélations qui remettent en cause absolument tout. Et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien foutu. Moi, à la fin, je l'avais pas forcément vu venir. Après, j'avoue, quand j'ai raconté le résumé à mon mec, je pense que je suis rentrée dans un peu trop les détails et il a deviné la fin quand je lui ai raconté la fin, parce que je lui ai tout raconté en me disant que ça lui plairait, mais en même temps, il ne le lit pas, donc il ne le lira jamais. Mais si ça sortait en film, il adorerait. J'en doute pas une seconde, il adore la science-fiction et voilà, il adore la science-fiction. Univers très riche, univers très bien écrit, plume que j'adore, franchement la plume de J. Christophe, moi j'adore, je suis toujours autant... Franchement, ouais, je kiffe et c'est un auteur que je peux que vous conseiller de découvrir, que ce soit avec Nevernight, que ce soit avec celui-ci, que ce soit avec ses romans pour la jeunesse qu'il a coécrit avec Amy Kaufman, Illuminae et Aurora Squad. Ces deux trilogies que j'ai adorées, que je vous conseille de découvrir. Nevernight, c'est plutôt de la fantasy adulte, de la dark fantasy même un peu, je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Je crois, je suis pas très douée sur ce genre de truc, mais en tout cas c'est génial. Et là pour le coup, bah, à nouveau gros coup de cœur, et on le retrouve dans un genre où je l'avais, d'ailleurs je l'ai découvert moi avec de la science-fiction, donc là on le retrouve avec ce genre-là, et je trouve qu'il excelle dans le domaine, il est tout à fait capable de nous expliquer, et plutôt facilement, parce que globalement, moi très vite, j'ai vite capté les trucs, les tenants, les aboutissants, l'univers, enfin je trouve qu'il explique très bien, sans alourdir le récit. Le roman est assez court, et ça se lit d'ailleurs très vite, et les 3 tomes sont comme ça, ils sont assez courts, et pourtant on arrive à comprendre complètement l'univers, les tenants, les aboutissants, il y a de l'action, les personnages sont touchants, bien construits. J'ai très hâte de lire la suite honnêtement, d'ailleurs je l'ai déjà prévu dans une de mes piles à lire de début d'année 2026, je crois au mois de février on attaque la suite. J'ai super hâte parce que j'ai adoré. Je vous conseille du fond du cœur de découvrir La plume de J. Christophe, et je vous conseille ce roman si vous aimez la science-fiction mais que vous n'êtes pas non plus trop des experts dans le domaine. Je pense que quand tu as lu énormément de science-fiction, tu n'y retrouveras pas forcément ton compte. Il y a un côté un petit peu dystopique aussi à cet univers. Il y a un côté un petit peu c'est un univers de post-apo, hein, qu'on se le dise. Enfin, complètement, c'est complètement ça. Ouais, je pense que si tu as l'habitude des... on est très loin du space opéra, etc. Si vraiment t'as l'habitude des trucs hyper poussés, machin, t'aimeras peut-être pas. Celui-ci, je pense que c'est un entre-deux avec de la science-fiction plutôt jeunesse et de la science-fiction adulte. Et je trouve que c'est un bon moyen de rentrer dans la science-fiction en ayant quand même quelques bases, parce que sinon tu vas peut-être pas trop aimer. Voilà, bref. Je te conseille Replicants et toute la saga que j'ai très hâte de découvrir. Et c'est déjà la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ces livres qui étaient vraiment tous les deux de très belles lectures. Honnêtement, au début du mois, je vous disais que La Selkie était le coup de cœur du mois, mais là aujourd'hui, mon cœur balance un peu avec Humanité 3.0, donc le tome 1 là que je viens de vous présenter. Nos cœurs de verre est pas mal non plus noté dans le classement. Je pense, là je vais bientôt faire mon petit bilan du mois et du coup voir, et je ne sais pas encore lequel je vais mettre en first one. Je vais peut-être mettre Humanité 3.0 quand même parce qu'il m'a peut-être plus surpris que La Selkie. Peut-être. Mais parce que... je sais pas, parce que La Selkie c'était génial. Et Nos cœurs de verre étaient vraiment beaux aussi.
Mais lui, j'en veux trop à l'autrice pour un truc qu'elle a fait alors. Bref, je sais pas. Vous le verrez peut-être si je fais un bilan annuel. Enfin, je vais faire un bilan annuel, peut-être que je vous dirai un petit peu. Oui, de toute façon, je pense que je vais vous faire le livre de l'année. Parce que j'ai un de mes carnets de lecture où tous les mois je note un livre et à chaque fois c'est la battle entre les deux livres et à la fin il en restera qu'un. Donc je pense que je vous le ferai et que je vous dirai un petit peu tout ça. Bref, je vais pas vous embêter plus longtemps, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Jusque là, lisez beaucoup et puis à très vite. Ciao.